parce que la France doit rester conforme à ce qu'a donné la loi de 1905, Voilà. c'est-à-dire une sorte de laïcité intangible, qui n'a plus posé de problème pendant un siècle. Exactement. Et qui, à partir du moment où elle se repose de manière brutale, notamment sous l'injonction du Front National, parce que c'est souvent l'extrême droite qui va commencer à poser ses problèmes, et puis ensuite ça va se répandre. 89, la question de la laïcité, elle est posée à partir de 82-83 par l'extrême droite, qui commence à connaître un certain succès. Et en 89, elle se répand dans toute la société, pour pas beaucoup évoluer jusqu'à aujourd'hui. En 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelques débats. L'affaire du voile en 89, il y a eu la commission Stasi en 2003, qui est assez intéressante parce qu'elle va être un moment de discussion sur le port du voile, et elle aboutit finalement à une loi de sanctions. Exactement. Et finalement, voilà, est-ce qu'on reste intangible sur les lois de 1905, une société qui devrait, se conformer à cet équilibre voulu de 1905, ou est-ce que la société a évolué? Et doit-on adapter cette évolution et inventer des moyens de proposer autre chose que ce qui est peut-être très admirable, peut-être très respectable, peut-être, n'oublions pas qu'en 1905, cette loi sur la laïcité, c'est le fruit d'un combat très fort contre la puissance, notamment dans le modèle d'enseignement de la religion catholique en France. Attendez, c'est aussi ça le résultat de la loi de 1905, c'est le combisme, hein, c'est Émile Combes qui, entre 1902 et 1905, s'est jeté contre, c'était bouffé du curé, quoi, en gros, hein, pour aller vite. Hein, c'était ça. Donc c'est une loi de victoire contre ça. Aujourd'hui, n'oubliez pas que, par exemple, les quotidiens comme La Croix, comme La Libre Parole, etc., à la fin du 19e siècle, ont véhiculé ce combat contre les laïcards à ce moment-là. Donc c'est un bras de fer qui a abouti en 1905. Mais un siècle plus tard, je vais me faire l'avocat du diable. Et oui, parce qu'il faut. Est-ce qu'il faut ne pas inventer quelque chose qui soit différent? Parce que notre société n'est plus la même. Oui, mais d'un autre côté, à partir du moment où il y a des lois pour l'instant qu'elles ne sont pas respectées, ça crée des crispations. Ah oui, bah c'est Bon. clair. Les crispations, puisqu'on parlait tout à l'heure des années, enfin la Seconde Guerre mondiale, en disant que la Seconde Guerre mondiale n'a pas finalement été une guerre civile qui aurait touché l'Europe et qui s'est répandue étonnamment. Est-ce que justement ces crispations, associées à la crise, associées à bien des façons de concevoir le politique comme ayant désinvesti sa fonction, le système de la coquille vide, la question de l'humain, hein, est-ce que mon humanité, etc., etc. Les droits de l'homme qu'on a maintenant votés en touche, c'est-à-dire à l'horizon du droit, hein, parce qu'on a du mal à les mettre en... Est-ce que tout ça, ça se combine pas justement avec ce climat un peu délétère et compliqué du vivre ensemble, pour favoriser un peu cette ambiance qu'on voyait dans les années 30? Le climat s'est détérioré, c'est certain. Un climat qui... C'est pour ça qu'on a fait la comparaison dans ce bouquin, où on a considéré qu'il y avait une question de climat, justement. Le climat est un climat qui à partir de 1932-33, devient assez délétère dans une société qui, par ailleurs, ça c'est très important, qui par ailleurs est bouillonnante. Parce que la France des années 30, c'est aussi une France du débat d'idées. Il y a plein d'idées qui apparaissent à cette époque-là. Hein, il y a plein de courants politiques, il y a plein de mouvements de jeunesse. Il y a plein de solutions qui sont données, mais on ne veut pas les entendre. Déjà, l'arrivée de la gauche au pouvoir, même s'il y a plusieurs types d'arrivée de la gauche au pouvoir, parce qu'il y a eu le cartel des gauches en 1924, qui n'a pas vraiment été gardé et conservé dans la mémoire. Par contre, 1936, le Front populaire est un jalon incontournable dans la mémoire française. Et dans les faits, c'est pas que la mémoire. Dans la Le mémoire, bref, c'est pas seulement... Non mais justement, je vais vous dire une chose. Attendez, non mais en plus, Mais bien sûr que je... ce matin, je discutais avec un journaliste qui me disait, on parlait de Jean Zé. Oui. Front populaire, Jean Zé aujourd'hui, non? On est dans l'actualité. Vous êtes d'accord ou pas? mais... Voilà. Et le journaliste à 31 ans, il me dit, je ne savais pas ce que c'était le Front populaire. Donc je vais dans votre sens, vous voyez, je me dis, tiens, c'est bizarre parce que pour moi, le Front populaire, ça signifie beaucoup. Et pour ce jeune journaliste qui a 31 ans, il me dit... Non mais le problème aujourd'hui, donc c'est je pas ça, parle, c'est la monsieur, culture. attendez, Les gens monsieur, qui ont je pas parle de culture. mémoire, je parle de la mémoire. Donc, La mémoire. quand en 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir, la principale référence que l'on donne, c'est 1936, avec cette idée que la gauche arrive au pouvoir brutalement. Mais l'histoire vous montre que la gauche était déjà au pouvoir en 1924. Et qu'il y avait le cartel des gauches, et que l'alternance politique ne date pas de 1936. Donc qu'est-ce qu'il fait? Laissez-moi finir. Qu'est-ce qui fait qu'en 1936, le Front populaire a plus, je dirais, d'impact, a plus d'importance? Parce que nous sommes, à la différence de 1924, dans une situation de crise aiguë sur le plan politique. Se sont passées l'affaire Stavisky,
les manifestations du 6 février, le remembrement de cette gauche unie, qui n'était pas unie en 1924 et qui devient unie en 1936. Donc vous arrivez à voir que le fantasme que nous avons en tête lorsqu'on évoque 1936, c'est le fantasme d'une gauche unie. Voilà, donc ça c'est important, et dans ce contexte-là, effectivement, la gauche a été unie, mais elle a été unie combien de temps? Combien de temps a duré le front? Dès l'automne 36, il y a eu l'euphorie du mois de mai 36. Les communistes se sont retirés. Mais dès l'automne 36, tout va mal. Excusez-moi, la comparaison que je fais, c'est l'état de grâce qui est provoqué en 1981 et qui ne durera pas plus que celui du Front Populaire. Exactement. Avec l'état de grâce que provoque le Front Populaire en 1936. Et cet état de grâce, comme vous dites, c'est lézardé progressivement sur plusieurs critères. On peut en parler. Les accords de Matignon n'ont pas été réalisés, n'ont pas abouti. La guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne sur le plan international provoque au sein du Front Populaire une scission entre d'un côté un Léon Blum qui ne veut pas intervenir en Espagne, très frileux par rapport au problème, et des communistes qui eux veulent absolument une intervention, bien entendu parce que l'Union soviétique est partisane, et que sur le front de l'Espagne, eh bien, il y a cette lézarde qui va devenir définitive. Tout ça ne marche pas, mais comme en 81, ça ne marche pas non plus, mais ça reste pour nous un élément important de l'histoire. Je parlais tout à l'heure des événements qui ont marqué l'histoire, comme mai 62, mai 81, Front Populaire ont marqué l'histoire parce qu'ils sont pour nous une référence. Et Jean Zay, dont je rappelle simplement, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il a été il n'était pas encore ministre de la Culture, parce qu'il n'y avait pas de ministère de la Culture, mais en tant que ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, il va lancer toutes les réformes qui, après sa mort, en 1944, assassiné par la milice, vont amener à développer évidemment une éducation nationale qui répondra aux problèmes de la modernité. Ça c'est très important, donc je vais dans votre sens, monsieur, par rapport à ça. Oui. Oui, Mais on n'y était pas pas encore. encore. Vous pouvez On n'y était toujours, pas encore, on n'y était pas encore. Bah oui, mais Non, mais c'est intéressant de comprendre quand même qu'il y a aujourd'hui des enjeux, parce qu'il y a quand même des enjeux politiques, économiques. Absolument. Il y a aussi quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la mondialisation, parce qu'il y a quand même un rapport à la mondialisation qui est importante. Il y a des enjeux aussi de géopolitique, parce qu'on a l'impression qu'à des moments, la politique, elle n'est pas seulement européenne. Voilà. Et on n'a pas parlé non plus trop des Juifs, parce que quand même, non mais il y a aujourd'hui quand même, on parle de il y a un chapitre qui s'appelle des métèques aux soi-disant. étrangers, bien sûr, ça Voilà. provoque la question du rapport Il y à a de l'autre. l'antisémitisme quand même aujourd'hui, Oui, bien flagrant. sûr. Bah, écoutez, Léon Blum déjà, Premier ministre, qui est accusé de sa judéité, évidemment avec beaucoup de violence. Si vous lisez la presse gringoire, vous lisez Je suis partout, c'est ce torchon antisémite qui a bien stigmatisé pas simplement les juifs, mais toute la gauche en général, à tel point qu'un ministre de l'Intérieur, Roger Salengro, s'est suicidé à la suite de... Alors c'est intéressant parce que si on parle de caricature, c'est le Charivari notamment, cet hebdomadaire caricaturiste qui, au départ, s'était créé dans les années 1830, au moment de la monarchie de Juillet. Philippon, Daumier avait écrit dedans aussi, qui brocardait le roi Louis-Philippe. Et le Charivari, avec son évolution, est devenu antisémite et d'extrême droite, finalement, pendant l'entre-deux-guerres, pour notamment attaquer violemment Salengro, qui ne s'en est pas remis. Bon, simplement, c'est important, mais effectivement, il y a des attaques violentes contre cette gauche qui ouvre la porte à des juifs qui pourraient même devenir donc président du Conseil, au plus haut sommet de l'État, puisque le président de la République a un rôle secondaire. Et évidemment, l'antisémitisme est très important parce que finalement, c'est une dimension qui renvoie au fait que la comparaison, là aussi, est intéressante. Il y a toujours cette stigmatisation contre l'altérité. Mais pas une seule altérité, parce que, évidemment, l'antisémitisme est fort à cette époque-là, mais il y a d'autres formes de rejet, qui sont partagées d'ailleurs en Europe. Et la France n'a pas le pompon, on pourrait dire, de l'antisémitisme. Au contraire, la France se range assez sagement derrière ce que l'Allemagne va développer très fortement. Mais il y a un antisémitisme français qui a été un peu mis entre parenthèses pendant la Première Guerre mondiale, où les Juifs participe à l'effort national et l'antisémitisme n'est pas très puissant, pas très puissamment évoqué pendant la guerre. Il est assez peu évoqué pendant les années 20 et il commence à se développer très fortement à partir des années 1933-1934, à la faveur de ce qui se dit en Allemagne et à la faveur du fait que beaucoup de ligues d'extrême droite à cette époque-là empruntent un certain nombre d'arguments antisémites pour stigmatiser les Juifs de France, qui se retrouvent évidemment désignés très largement. Et cet antisémitisme est tellement fort, effectivement, que l'on va profiter de quelques faits divers. Je pense à l'affaire Stavisky, juif ukrainien, qui apparaît comme étant évidemment une sorte de victime idéale pour désigner cet antisémitisme, je dirais, introduit dans tous les milieux, y compris politiques, médiatiques et autres. Et évidemment, c'est intéressant de voir que on a souvent vu, ça c'est important, me semble-t-il, vous me direz ce que vous en pensez, la France comme étant marquée par une rupture en 1940.
la Troisième République s'arrête Oui. et elle est remplacée par quelque chose d'autre dont on ne sait pas ce que c'est. Exactement. L'État français de Vichy, 4 ans. Une parenthèse dans l'histoire. Longtemps, les historiens ont analysé cet État français de 40 à 44 comme une parenthèse. C'est-à-dire, on ne sait pas, c'est pas la France. Ce n'est pas la France. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est une entité soumise à l'Allemagne, ce n'est pas la France. Et il y a avant et après. Voilà. D'accord? Oui, c'est Or, plus compliqué que ça. beaucoup d'historiens se sont mis en avant sur l'idée de dire qu'au contraire, Vichy n'est qu'une continuité de cette fin Exactement. de la Troisième République et de ce qui se passe dans les années 30. Tout à fait. Parce que quelque part, l'antisémitisme qui pénètre dans tous ces milieux, il prend pleine mesure avec le commissariat aux questions juives, avec la politique antisémite du gouvernement de Vichy, avec cet ensemble de mesures qui sont prises et qui montrent que c'est la gendarmerie française qui arrête des juifs et qui les déporte d'abord à Nancy puis à Auschwitz. Exactement. Donc ça, c'est tout à Nancy, fait intéressant. c'est la Même France. si aujourd'hui on a tendance à vous dire, et c'est pas faux historiquement, mais c'est difficile à dire, que Vichy a pu sauver des juifs aussi parce qu'ils n'ont pas déporté autant que ce qu'ils auraient pu. Oui. Ça pose un problème quand on dit ça. Exactement. Hein, voilà. C'est Donc, pas De la même manière. Vichy, juste je finis ça, Laurence, Vichy est une conséquence directe, c'est pas tombé comme ça, Bien sûr. c'est la conséquence directe des années 30. Tout à Ça fait. c'est très important. Et cet antisémitisme qui bouillonne dans les années 30, c'est une création républicaine d'une certaine manière. D'où l'idée que c'est la République qui enfante l'antisémitisme. Ça c'est très important, parce qu'il y a les germes de cet antisémitisme dans la République, comme il y a les germes aussi, excusez-moi, de ce qu'on pourrait appeler la racialisation de la société. N'oubliez pas que Le la terme société, de race, exactement. la société d'anthropologie française qui a été créée dans les années 1860 Voilà. a créé des républicains racialistes. Ça veut dire quoi? Des républicains qui vont inventer, ou pas inventer, qui vont travailler l'inégalité des races. Voilà. Si vous prenez un Georges Montandon dans les années 30, qu'est-ce qu'il dit? Il développe sous l'égide de la République une société française marquée par une racialisation, c'est-à-dire avec des races qui n'ont pas la même valeur, parce qu'à l'époque, la science dit que les races ne sont pas égales.